Depuis ce matin, 6 heures, une première surtaxe de 10% sur les produits importés entre en vigueur. La prochaine salve sera mercredi prochain. Donald Trump a donc mis à exécution ses menaces sur les droits de douane vers les États-Unis, plongeant le monde dans une guerre commerciale sans précédent. Et avec quelles conséquences? Pour en parler, je reçois les habitués du temps de l'info week-end. Arlette Chabot, vous êtes éditorialiste politique à LCI, bonjour. Bonjour. Maxime Niédo, éditorialiste politique et essayiste. Bonjour. Guillaume Audat, grand reporter, ancien correspondant à Jérusalem, auteur de 7 octobre, année 0 aux éditions Le Cherche Midi. Et Catherine André, qui est restée avec nous pour cette première partie. Donald Trump n'a donc pas reculé malgré le vent de panique créé par sa politique ultra-protectionniste. Hier, le président a même prévenu qu'il ne flancherait pas sur son réseau social. Il a écrit aux nombreux investisseurs qui viennent aux États-Unis et investissent des sommes colossales: ma politique ne changera jamais. C'est le moment idéal pour devenir riche, plus riche que jamais. Arlette Chabot, c'est versatile, le président américain, et pour l'instant, il persiste et signe sur les droits de douane. Versatile, il change effectivement, mais sur l'essentiel, c'est-à-dire là, c'est un choix idéologique, donc il ne va pas, au bout de 48 heures, dire je recule. On en parlera tout à l'heure, mais ce qui peut faire reculer, c'est évidemment des bourses et une situation financière, des entreprises qui dégringolent, et surtout ces électeurs qui commencent à trouver effectivement que ça ne va pas, et que certes, ils attendaient que Donald Trump tienne ses promesses, mais la promesse, c'était l'inflation, faire baisser les prix, les rendre un peu plus riches, et pour l'instant, ils s'inquiètent aussi sur les fonds de pension et leurs retraites. Donc ce sont les seuls qui peuvent effectivement le faire revenir en arrière. Pour l'instant, il est dans la phase qu'il avait décrite au début, c'est-à-dire dans un premier temps, ce sera difficile. Voilà. Et puis, hier, il joue au golf. Il attend que ça se passe, la première période difficile, mais il ne changera pas, évidemment, dans les 24 heures. Ça veut dire que oui, il y a, par exemple, on se réjouit que Wallis et Futuna, non pas Wallis et Futuna, mais Saint-Pierre et Miquelon ne soient plus touchés, parce qu'il a oublié Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon ne soient plus touchés par 50% de droits de douane d'augmentation. Ça se joue à la marge, mais sérieusement, pour l'instant, il ne bouge pas. Il n'a pas intérêt à bouger. Non, on dit souvent que Donald Trump est un transactionnel, mais en réalité, ce qu'on découvre et ce qu'on comprend, c'est qu'il est totalement asymétrique et unilatéral. On sait également qu'il lit pas beaucoup, Donald Trump. Il lit jamais ni les notes de bas de page, mais en revanche, là, pour rebondir sur ce que disait Arlette Chabot, il lit les cours de bourse. Et en effet, les places boursières, elles sont en recul net à travers toute la planète. Et il y a un mois, lorsqu'il avait commencé à appliquer des droits de douane exorbitants au Canada et au Mexique, de l'ordre de 25%, Wall Street avait flanché et très très vite, la Maison-Blanche avait fait marche arrière en disant non, je reporte ça à un mois, puis on verra, etc. Là, le motif d'inquiétude, c'est que visiblement, jouant au golf, il a l'air de vouloir persister et de signer, mais que maintenant, ça va impliquer des mesures de rétorsion, et la Chine va répliquer très violemment. Donc on s'engage dans une guerre commerciale mondiale dont les répercussions sont inconnues, mais qui en tout cas suscite de grands motifs d'inquiétude. Ouais. Alors vous l'évoquez, les marchés qui s'effondrent, on va le voir à l'image. Hier, ça a clôturé à la baisse partout, moins 4% pour le CAC 40, moins 6% pour la bourse de New York. Catherine, c'est une fin de semaine catastrophique pour les marchés boursiers. Oui, mais en réalité, c'est vrai que les actions, notamment à Wall Street, avaient commencé à dévisser il y a maintenant plusieurs semaines. On était sur une lente chute, et là, elle s'est accélérée sur les 2 derniers jours. Effectivement, les principaux indices boursiers à Wall Street ont chuté, et dans le monde entier, parce qu'il y a un phénomène de diffusion de l'inquiétude, de l'incertitude. Ce qui est le plus inquiétant pour le moment, c'est quand même ce qui se passe aux États-Unis, avec ces indices boursiers qui décrochent, notamment le S&P 500, qui est l'indice de référence que suivent les Américains, parce qu'il y a une partie de leurs économies qui sont placées dans des fonds de pension, qui sont amenés ensuite à financer leur retraite ou les études des enfants. Là, il y a un véritable décrochage. Les actions de la tech, notamment, sont toutes dans le rouge. On est sur des dégringolades très impressionnantes. Ça fait 2 jours consécutivement qu'il y a des baisses très fortes. On pense même à des géants comme Nvidia. C'était le champion des puces pour l'intelligence artificielle. C'était la valeur à détenir en bourse aux États-Unis. Et bien là, on est en baisse très nette sur 2 jours, 7% et 7% encore hier. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie inquiétude qui se diffuse. Alors on se dit,
il faudrait que ça dure encore plusieurs jours pour que vraiment on se dirige vers un crack. Là, oui, parce que c'est la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va vers un crack boursier? Impossible de le dire parce qu'il y a une partie d'irrationalité. À un moment donné, les investisseurs se mettent à paniquer, ils vendent leurs actions, plus ils vendent, plus ça baisse, plus ils vendent, ils trouvent de moins en moins d'acheteurs, et puis il y a un emballement, il y a cette bulle qui éclate. Est-ce qu'on va vers ça? Ce qui est certain, c'est que si on perd chaque jour moins 4, moins 5%, à un moment donné, ça ne pourra pas durer. Il y aura forcément à la fin quand même une crise économique. Maxime Hiedeau, vous disiez que vous aviez justement, c'était le moment d'acheter. Oui, non, mais parce qu'on avait une discussion, je voyais ça pour changer de manière totalement cynique. Maintenant, sur le fait que ça dure, comme on a la tête maintenant de la plus grande puissance économique du monde, une petite PME familiale, il y a toute la famille qui réagit. C'est aussi intéressant de lire ce que dit Eric Trump en disant « Oh là là, j'aimerais vraiment pas être » sur son réseau social aussi, en disant « J'aimerais vraiment pas être le dernier pays qui appellera le président pour négocier parce que malheureusement, c'est au premier coup de fil que ça va jouer. » Et c'est en réalité ce que dit le président américain hier soir avant de partir jouer au golf en disant « Mais en réalité, tout peut bouger à partir du moment où certains pays m'appellent et me disent bon, je sais que les droits de douane ça va être très compliqué, mais on a quelque chose d'assez énorme à t'offrir, et à partir du moment où l'Amérique peut jouer quelque chose, alors peut-être qu'à ce moment-là les cartes seront rebattues. Donc on va voir jusqu'à quand cela va s'étendre, et on voit bien, et on en parlera tout à l'heure notamment à 11h, on voit bien comment déjà même au sein de l'Union européenne qui... Qu'est-ce qu'on nous avait pas dit, était à nouveau ressoudé, il fallait, ça y est, c'était les meilleurs partenaires du monde. On voit bien que du côté allemand, du côté anglais, on se dit, il va peut-être falloir rentrer par la porte arrière de la Maison-Blanche pour pouvoir voir ce qu'on peut négocier nous, parce que évidemment, ça va chambouler l'économie. Il est hors de question que sous le prétexte d'une union, si vous voulez, historique au sein de l'UE, on n'aille pas défendre nos propres intérêts. Alors, de ce point de vue-là, il y a juste d'un mot, il y a un petit indicateur, c'est que Donald Trump refuse de recevoir Ursula von der Leyen. Il est prêt à recevoir de manière très unilatérale le prochain chancelier, M. Macron, etc., etc. Et la deuxième chose, simplement sur le principe boursier, ce que décrivait Catherine André, effectivement, les marchés sont en chute, mais il y a un principe, c'est qu'on n'achète jamais un couteau qui tombe. Donc pour le moment, est-ce que le couteau continue à chuter avec ses courbes en pleine descente? Je ne sais pas s'il faut acheter maintenant. Moi, je recommanderais d'être... On s'en reparle dans prudent. Mais... Alors écoutons le secrétaire d'État Marco Rubio, parce que tout le monde remarque que les marchés s'effondrent, mais pas lui. Les entreprises du monde entier, y compris dans le commerce mondial, ont juste besoin de connaître les règles. Une fois qu'elles les connaissent, elles s'adaptent. Donc je ne pense pas qu'il soit juste de dire que les économies s'effondrent. Les marchés s'effondrent car les marchés sont basés sur la valeur boursière des entreprises qui, aujourd'hui, sont intégrées dans des modes de production qui sont mauvais pour les États-Unis. Est-ce qu'on n'a pas la même vision de ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Quelque part, Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, il est en train de dire ce que Catherine André disait sur ce plateau. Les marchés s'affolent. Oui, pas sûr que ça lui fasse plaisir. Non, mais... quelque part, les marchés s'affolent, mais en réalité, l'économie mondiale, elle est quand même mue par un certain nombre de principes et de stabilité. Il essaye peut-être, avec sa lance à incendie, d'éteindre le feu en cours, parce qu'évidemment, ils lisent tous les cours boursiers, et en effet, si ça continue à dégringoler de 4 à 5% par jour, on se dirigera tout droit vers un krach boursier. Ils font le pari qu'en réalité, et là je reprends les propos de Maxime, c'est que de gré à gré, chacun des pays va chercher à négocier bilatéralement avec les États-Unis en fonction d'une recette exportation-importation, déficit commercial et réciprocité. Le problème de la réciprocité telle qu'elle est envisagée par Donald Trump, c'est que c'est une réciprocité, à sens unique, qui ne tient pas compte de la manière dont on produit des biens en Chine, des salaires qui sont plus ou moins élevés ici et là autour de la planète. Donc ça pourrait créer des dommages mondiaux et en réalité d'être un système qui soit perdant pour tout le monde. Le monde, l'environnement et également l'économie américaine. Catherine André. C'est-à-dire que sur un point de vue, ce que fait Donald Trump, c'est avant tout idéologique, plus même qu'économique, c'est une idéologie. Mais cela dit, les droits de douane, comme il les a annoncés là aujourd'hui, je ne pense pas, c'est quand même un businessman, qu'il veut les laisser à de tels niveaux. Je ne pense pas que ce soit tenable pour les États-Unis et je pense qu'il sait que ça n'est pas tenable. Il attend qu'on vienne négocier. Il attend qu'on vienne négocier,
qu'on négocie peut-être effectivement pays par pays des baisses de taxation. Et là, il espère qu'il y aura justement des marchés financiers qui se calmeront. C'est un pari tout de même risqué. Bon, après, pour revenir sur la déclaration de Marco Rubio, quand il dit mais en réalité l'économie ne s'effondre pas, ce sont que les entreprises et ce sont en quelque sorte l'entité boursière en soi. Il ne faut quand même pas oublier qu'aux États-Unis, la plupart de la fortune des hommes les plus riches et des plus grandes fortunes, ce sont des avoirs en actions. Donc si vous voulez, ça ne va pas toucher que des grandes marques, ça va aussi venir toucher le portefeuille des grandes puissances américaines. Et c'est le problème aussi aux États-Unis de leur économie, c'est que les 10% les plus riches sont responsables de plus de 60% des dépenses de consommation. Si vous voulez, donc de croire qu'avec les décisions du président américain, on ne touche que le haut du spectre de l'économie, je crains que très rapidement, il existe des répercussions, on va dire, dans l'économie réelle. Et enfin, pour suivre ce que disait Catherine André, il y a quelque temps, l'ancien conseiller au commerce de Trump, qui s'appelle Robert Lighthizer, à l'automne dernier, avait écrit une tribune en expliquant quelle serait la logique du président américain dans la façon de faire du commerce à l'international. Et je ne sais pas si c'est de l'idéologie à l'état pur, en tout cas, c'est une véritable vision du monde, en disant, mais regardez la façon dont les pays, si vous voulez, se sont énormément développés les dernières années. Ils se sont débrouillés pour avoir leurs entreprises aux quatre coins du monde, l'idée n'étant pas du tout d'enrichir leur population, mais d'avoir beaucoup plus, si vous voulez, de patrons puissants et d'avoir des points d'appui très forts aux endroits du monde. Et au final, les États-Unis s'en sont totalement trouvés dépourvus. Et il a dit que tout ça était une économie prédatrice. Donc il était hors de question que tout ça puisse continuer sous l'ère Trump. Donc je pense que Trump a cette vision de dire, avec ce qu'on a déjà pu voir au sein du bureau ovale, à savoir que bien sûr que les États-Unis, depuis des années, pour rester poli, se font enfler et qu'il était largement temps d'inverser la tendance. Alors un pays a déjà riposté, la Chine, elle a répondu œil pour œil, dent pour dent. Le pays a été taxé de 34% par les États-Unis et bien moins de 24 heures plus tard, la Chine fait de même avec le pays de Donald Trump, comme annoncé dans cet extrait de la télévision chinoise. La commission tarifaire du Conseil d'État a annoncé l'imposition de droits de douane de 34% sur tous les produits importés en provenance des États-Unis. De nombreux États ont déclaré qu'ils prendraient des mesures pour faire face à la politique tarifaire des États-Unis. Les 3 principaux indices boursiers de la bourse de New York ont enregistré la plus forte baisse en une seule journée depuis 5 ans. Arlette Chabot, Donald Trump, il a fait finalement le pari que les autres pays ne riposteraient pas à même hauteur. Finalement, quand on voit la riposte de la Chine, on peut d'ores et déjà dire qu'il s'est trompé. Donc, je ne crois pas. Je pense que ce n'est pas étonnant de la part de la Chine. On voit bien à quel point c'est difficile. Bon, la Chine, forcément, répond. Ce n'est pas étonnant. Il y a des réponses très fermes aussi venant du Canada, qui a aussi répliqué dès que les premières hausses de taxes ont été annoncées. Et nous, en Europe, c'est compliqué. Hein, c'est riposte, oui. Et il faut que les mesures soient robustes, mais qu'effectivement on discute quand même, donc on essaye de s'ajuster. C'est beaucoup plus difficile, sans compter, on l'a évoqué évidemment, que certains pays ne sont pas sur la même longueur d'onde. Tout dépend aussi du volume des exportations qu'ils ont en direction des États-Unis. Et l'Allemagne, on le répète sans arrêt, est touchée, mais aussi l'Italie, l'Irlande, qui est un pays aussi dont les exportations sont très fortes vis-à-vis des États-Unis. Donc chacun est effectivement tenté de se dire, si je décroche mon téléphone, ce qui n'empêche pas de décrocher son téléphone d'ailleurs, comme Emmanuel Macron peut continuer à discuter avec Donald Trump, mais essayer de négocier son cas particulier. Donc en Europe, c'est plus compliqué, mais il y a la réplique brutale de la Chine, il y a le Canada qui invite l'Europe à être aussi ferme que le pays l'a été. Il y a une intervention de la ministre des Affaires étrangères canadienne qui dit aux Européens, vous voyez, finalement, on a fait reculer Trump, faites comme nous, soyez fermes. Et puis, encore une fois, il y a les Européens, mais parce qu'on est 27, c'est quand même un peu compliqué. Là, c'est pas comme pour la politique internationale, on n'a pas les Britanniques avec nous, parce qu'effectivement, ils ne sont plus, il y a le Brexit, et ils ont négocié, et ils sont plus avantagés que l'Union européenne, et donc il faut ajuster. Et c'est là qu'on rentre dans des réflexions très complexes. Guillaume Oda, sur cette riposte à même niveau de la Chine, quelles peuvent être les conséquences ? Ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que Pékin s'inscrit dans un temps très long. Xi Jinping, il est au pouvoir depuis 10 ans et il a assisté au premier mandat Trump en 2016 et il a vu cette première guerre commerciale qui avait été lancée à l'époque. Donc les Chinois, et plus encore depuis le mois dernier, ils ont eu le temps d'affiner, de concevoir leur réponse de telle sorte à ce qu'elle soit ciblée,
très réactifs, c'est-à-dire qu'ils ont appuyé sur le bouton là tout de suite et en effet très fermes. L'idée, c'est de faire un maximum de dégâts à Donald Trump par le truchement de l'économie américaine. Comment exactement ? D'abord en ciblant les exportations agricoles en provenance d'un certain nombre d'États républicains, taxer le maïs, taxer le soja, taxer le porc, dont les Chinois sont très très friands, des exportations majeures pour les Américains et qui comptent beaucoup pour leur économie. La deuxième chose sont les matières premières énergétiques, le gaz naturel liquéfié et également évidemment le charbon. Le but, c'est de maximiser l'effet de bord maximum politique. Encore une fois, ces États républicains en sont les principaux producteurs. Et puis, dernier point, et ça va être très important, c'est également cibler les acteurs de la tech américaine qui sont véritablement clés, avec des mesures de restriction au marché chinois d'une part, mais également de restriction aux intrants, c'est-à-dire aux composants qui fabriquent tous vos ordinateurs, vos voitures, vos téléphones, dont les Américains ont besoin pour fabriquer et concevoir leurs produits. 11 sociétés, 11 entités américaines qui ne pourraient plus travailler en Chine. On attend la liste. Mais effectivement, oui, c'est un instrument très fort pour ensuite négocier à Donald Trump. Ouais. Donc d'un mot, c'est bien comprendre que ce que les Chinois font, ils l'ont mûri dans le temps long et que cette riposte, elle est ciblée. On parle d'électronique et on va en parler avec vous. Elle est extrêmement réactive et elle va être très ferme. Sur les chiffres de la tech, Catherine André, ils sont faramineux. Les pertes depuis 2-3 jours, 300 milliards jeudi pour Apple. Il y a sans doute aussi une inquiétude des investisseurs. Alors, évidemment, les pertes sont gigantesques pour les géants de la tech parce qu'ils ont beaucoup délocalisé leur chaîne de valeur en Asie du Sud-Est et que donc leurs produits vont être frappés de plein fouet par les droits de douane si Donald Trump décide de les maintenir à de tels niveaux. Pour Apple et certains modèles d'iPhone, ça pourrait être plus 30, plus 40%. Donc on imagine les pertes en termes ensuite de vente. Qui pourra acheter un téléphone de cette marque. Ça semble quand même très compliqué. Sur le long terme, sachant que les prix sont déjà très élevés. Et puis, la deuxième chose, c'est que les investisseurs, sans doute, s'inquiètent aussi des mesures de rétorsion qui se préparent contre les géants de la tech. Et c'est pour ça qu'aussi, ils se séparent de leurs actions. Parce que là, il y a une riposte qui s'organise à Pékin, sans doute autour de ces 11 sociétés qui seront amenées à ne plus travailler sur l'espace chinois. Mais il y a aussi une mesure de rétorsion, de taxation des géants de la tech qui fait son chemin au sein de l'Union européenne. On sait que la France impose une taxe sur les fameux GAFAM, mais cette taxe, aujourd'hui, il est question peut-être de l'étendre au sein de l'Union européenne, en sachant qu'évidemment, il faut quand même arriver à un consensus autour de cette question, parce que c'est toujours difficile de s'entendre quand on est 27. Merci beaucoup, Catherine André.